cette dernière table ronde, elle avait pour titre ambitieux objectif qualité. Alors, je ne sais pas si on arrive à définir aujourd'hui comment on va atteindre la qualité, hein, qui est c'est notre préoccupation. On la partage tous. On partage tous cet objectif de qualité. Moi, j'avoue que ce matin, quand Julien Boideau a attaqué avec un exemple qui, somme toute, était exemplaire, et en toute modestie, il a dit où collectivement, il s'était arrivé. Moi, je me suis dit, oulala, la qualité, ça va être très dur à atteindre. Enfin, il va falloir un petit peu travailler tous ensemble. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que le mode d'habiter préféré des Français est la maison individuelle dans un lotissement. Bon, ça, je pense qu'on aura du mal à le changer de toute façon. Donc, il faut bien que l'on s'adapte et qu'on en tienne compte. Bon, on a parlé du rôle des CMistes, des contraintes très fortes d'économie, de rapidité d'exécution, de construction, etc. Donc, tout avance très vite. Aussi, je pense que la question fondamentale qui nous préoccupe là, dans cet objectif qualité, c'est de se demander comment, collectivement, on peut faire évoluer des pratiques pour tendre vers cette qualité. Un petit peu voir quel processus, comment on gère le processus dans son ensemble. On l'a évoqué hein, déjà à travers ce qu'on a vu ce matin en début d'après-midi. Et finalement, comment, dans un temps long, on pourra évoluer. Faire évoluer la culture, peut-être, si on est très ambitieux, la culture architecturale ou environnementale des Français, mais on peut toujours rêver, il faut rester optimiste. Voilà. Alors, je pense qu'on se présentera au fur et à mesure des interventions au niveau de la table ronde, parce qu'on est nombreux. Je pensais donner tout d'abord la parole à Nathalie Erard, qui est architecte, urbaniste, directrice du CAE 47. Et souvent, les CAE sont dans l'accompagnement, mais aussi dans l'anticipation par rapport au règlement d'urbanisme et au projet. Ils ont cette faculté et cette mission de conseil. Donc moi, une question, c'est comment un CAE, ou les CAE d'ailleurs, je pense que tu peux parler au nom quand même de l'ensemble des CAE, s'implique dans cette démarche programmatique. Voilà. Comment vous intervenez et à quel stade? Tout à fait. Alors après, chaque CAE intervient avec son histoire et avec ses compétences. La particularité peut-être du Lot-et-Garonne, c'est qu'on a une espèce d'antériorité sur les questions d'espace public et une forme d'appétence sur ce sujet-là, avec des gens qui sont plutôt axés dans le conseil amont vers la question de l'espace public. Donc du coup, la question du lotissement, on l'a vu arriver très vite. Et je dirais, dès 2015, on s'est dit, déjà, partageons un constat. Parce qu'on s'est dit, cette loi CAP va arriver très vite, la question du lotissement va arriver très vite. On est sur un département plus particulier. Je peux montrer juste cette image, mais j'ai fait que ce choix-là, parce qu'on pourrait montrer quantité de situations en Lot-et-Garonne. Là, vous avez un vieux village qui est dans l'agglomération d'Agen. Et vous avez juste à côté le lotissement lambda qui a été fait effectivement à une période où on ne se posait pas les questions dans les termes dont on se pose aujourd'hui. Et effectivement, nous, on s'est dit, déjà pour bâtir quelque chose, une stratégie de qualité publique, partageons les constats. Et on a fait une grande réunion en 2015 où on avait tout le monde, c'est-à-dire les géomètres, les instructeurs, les services urbanisme, les architectes qui faisaient du lotissement, architectes conseil de l'État, paysagistes conseil de l'État. Et j'ouvre tout de suite sur le fait que moi, j'ai une particularité aussi, venant de l'État, j'ai tout de suite considéré que sur ce sujet-là, il fallait qu'on travaille main dans la main avec Valérie Chapelière et paysagiste conseil de l'État en Lot-et-Garonne, mais aussi avec Vincent Rey. Et effectivement, les constats auxquels on a abouti, c'est que pour qu'il y ait de la qualité dans le lotissement, c'est bien plus facile effectivement dans le projet public que le projet privé. On n'a pas arrêté d'entendre ça tout à l'heure. Le privé, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et les exemples qu'on a ce matin et en début d'après-midi sont des exemples publics. Et on s'est dit finalement, dans le Gers, il se fait beaucoup de lotissement public, hein, dans le Lot, beaucoup aussi, dans les Landes, et pas en Lot-et-Garonne. Et on était quand même interloqués, parce que du coup, qu'est-ce qui se fabrique en Lot-et-Garonne ? C'est les gens qui sont aujourd'hui sur les ronds-points
non, mais je plaisante pas. Ce sont les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui ont acheté de l'habitat diffus, qui ont acheté du pavillon issu de déclarations préalables avec une voie en drapeau, pas du tout entretenue. Enfin voilà. Après, on s'étonne que ces gens-là soient dans la rue et qu'ils s'énervent, mais c'est vrai qu'ils ils sont dans des contextes qui sont pas simples. Donc pour faire de la qualité, on s'est dit il faut miser sur la maîtrise d'ouvrage public. Et effectivement, ça nous a amené à se dire on va mettre en place pendant à peu près 2-3 ans. Là, on y est encore, on sait que ça va durer. On va mettre en place des moments où on donne la possibilité à nos élus d'échanger. Et ça s'appelle donc tout simplement les matinales de l'aménagement économe. C'est des moments où on va traiter pas que du lotissement, hein. On a traité de l'habitat, on a traité des questions d'espace public, on a fait venir l'EPF, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Enfin, on a évoqué pas mal de sujets. Et là, on a déjà 2 matinales à notre actif, où à chaque fois, architectes Conseil de l'État et paysagistes Conseil de l'État sont intervenus, aux côtés d'un conseiller qui est celui qui a présenté Marsac sur l'île tout à l'heure, Christophe Broichot. Mais l'idée, c'était ces moments de matinale. Alors, je ne sais pas si je l'ai après. Les matinales, c'est un moment où on apporte des éléments théoriques sur le sujet qui est posé. Donc, sur la question des lotissements, il y avait quand même des apports à faire, et notamment avec cette nouveauté liée à l'intervention de l'architecte, mais où on se donne aussi les moyens d'avoir ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire de faire témoigner. Et de faire témoigner notamment à la fois du côté de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire architecte paysagiste, ou du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et ce qui est très parlant et très significatif, c'est quand les élus parlent aux élus. Et la deuxième matinale, moi, ça m'a frappé. La première, il n'y avait pas de Lot-et-Garonnais qui avait un exemple à montrer, enfin à témoigner. On avait fait d'ailleurs l'après-midi une visite, on était allé dans le Gers voir deux lotissements que j'ai peut-être gardé en photo. Voilà, vous avez des photos de ce qu'on est allé voir à Séran et à Saint-Clar, des petits lotissements ruraux. Alors nous, on est vraiment dans la ruralité profonde. Mais la deuxième matinale, ce qui nous a frappé à tous, je regarde Valérie et Christophe, c'est le maire de Gavaudin qui a présenté son opération et qui était complètement dans le moule, enfin dans les idées, dans les principes qu'on avait un petit peu définis 2 ans auparavant. Donc ça veut dire qu'il faut lancer la machine. Enfin, voilà, oui. Je pense, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et je finis donc là-dessus. Nous, parce que on est très nombreux et puis je pense qu'il faut que la parole tourne. On a effectivement produit un document que j'ai là, qui est un guide pédagogique pour les élus. Mais c'est un document qui, pour nous, était une espèce de revue en projet de tout ce qu'il fallait avoir comme point de vigilance. Et ce qui ressort très fortement, c'est cette question, effectivement, de l'ancrage du projet dans le territoire au travers du document d'urbanisme, donc PLU et OAP, l'ancrage dans le paysage et le fait qu'on ait eu une paysagiste conseil à nos côtés, mais aussi des paysagistes dans notre équipe de conseillers, a fait qu'on a un gros chapitre sur la question de l'ancrage paysage. On a évoqué la question du vivre ensemble, de l'espace public, du fait qu'un lotissement, c'était un futur hameau du village, que ça devait faire village. Et donc ça, c'était très important. Et on a fini, parce que j'entendais tout ce débat sur règle, pas règle, PLU, pas PLU. Moi, je considère aujourd'hui, et nous considérons qu'il n'y a pas de qualité sans règle. Je pense que la question ne se pose pas. Et toute la question est de se dire, est-ce que la règle du PLU suffit pour traduire les intentions du projet d'urbanisme du lotissement, ou si elle ne suffit pas, là, effectivement, il faut tout de suite aller vers le règlement de lotissement qui va garantir cette qualité, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut pas engueuler les instructeurs parce qu'ils interprètent de manière particulière leur PLU. Non, ils ont un PLU, ils l'appliquent. Si on veut que notre projet, je parle au sens global puisque je suis aussi architecte urbaniste, si on veut que ce projet ne soit pas dénaturé dans le temps, il faut s'en donner les moyens, et donc il faut effectivement des plans de composition particulièrement quand même solides, sans être excessifs, et un règlement de lotissement qui va permettre d'afficher ces règles clairement
Et voilà, je pense que nous, ce qu'on a misé, c'est un choix. Du coup, je pense. Alors après, on est dans un département rural où il y a très peu, malgré tout, de permis d'aménager. On a misé à fond sur la cible maîtrise d'ouvrage publique. Ouais. On ne s'est pas posé la question du privé. On s'est dit, voilà, on veut de la qualité et on pense que ça passe. Et le témoignage ce matin de la commune de Sepvret, là, du maire M. Charpentier, c'est évident qu'un maire, il n'est pas là pour faire une opération bénéficiaire, il est là pour faire une opération blanche, au minimum. Après, des fois, il perd de l'argent. Mais en tout cas, il vise... Bénéficiaire à long terme. Voilà, il vise la qualité à long terme de son bourg. Voilà. Oui. Moi, j'ai aucune idée de la répartition entre privé et public là, sur les lotissements. Enfin, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas qui c'est qui pourrait... parce que je pense qu'on ne s'est pas posé la question. La majorité est privée. Très largement privée. Ouais. La majorité est très largement privée. En fait, c'est des pratiques marginales que le lotissement public, qui peut être porté soit par des aménageurs publics institutionnels, y compris des SEM, ou communaux. Et c'est très hétérogène sur le territoire en fonction du fait d'être dans des tissus non tendus. Ouais. Donc, on va retrouver ça effectivement dans la ruralité ou dans des endroits où c'est traditionnel comme les Landes, où là, vous allez même le retrouver à proximité d'agglomération. Alors que dès que vous êtes dans des tissus qui sont sous pression, c'est par excellence la procédure pour faire de l'aménagement avec des acteurs privés. Puisque l'outil public à la base pour faire ça, si tout est public, c'est la ZAC. Une remarque quand même, et d'ailleurs on travaille sur une opération ensemble sans en avoir encore parlé. Il faut savoir qu'en zone métropolitaine, on a également de plus en plus de permis d'aménager sur des opérations extrêmement denses et sur du collectif, parce que l'outil de la ZAC ne va pas forcément être recherché, et tout particulièrement, ou alors on va avoir des subdivisions au sein des ZAC, notamment sur les reconversions de friches industrielles. Et là, on a de la densité avec des générations de surfaces de plancher qui peuvent être relativement importantes. Là, le dossier auquel je fais allusion, qui est de l'autre côté de la Garonne, tu dois voir à peu près... Non, on manque c'est de ce côté. Je ne sais plus, on est à peu près sur 350 000 m² de SDP, quelque chose comme ça. J'ai travaillé sur Nantes Métropole sur un permis d'aménager où on était sur à peu près 900 000 m² de SDP. Oui, d'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît, avant d'intervenir. J'aurais dû le faire, mais donc, voilà. Céline Lemaire, architecte urbaniste et formatrice pour MAGE. Donc, juste pour recadrer un petit peu tout ça, le lotissement peut être à l'initiative soit privée, soit publique. Les deux sont possibles. Alors que la ZAC est exclusivement d'initiative publique. C'est la grande différence fondamentale entre les deux. La ZAC est en même temps un outil de conception et un outil financier. Alors que le permis d'aménager, lorsqu'il a un pendant financier, implique la mise en œuvre d'un PUP. Donc, la grande différence, elle vient là-dessus. Le partenariat... Osco. Merci. Projet urbain partenarial. Merci. Donc, traditionnellement, sur la métropole, ils ont l'habitude, effectivement, parce qu'il y a déjà 10 ans et avant que ce soit le permis d'aménager, ils faisaient déjà des plans d'ensemble et utilisaient la PVNR pour faire ce type de choses. Donc, ça va dépendre aussi vraiment de la culture des élus dans un secteur pour porter un projet. Les deux peuvent être utilisés par une entité publique. Par contre, un privé ne pourra utiliser que le lotissement et donc le permis d'aménager, en fait. Donc, ça veut dire finalement qu'il y a une lutte de pouvoir entre le politique et l'économique, enfin, parce que le privé, a priori, oui. S'il fait du lotissement, c'est pour une rentabilité. Voilà, tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a les opérations. C'est plus mitigé, hein. Mais l'objectif dans l'organisation structurelle des choses, c'est qu'il y a le PLU et l'OAP, PLU ou PLUI et OAP, qui va structurer l'intérêt public et qui va laisser faire au privé le projet d'aménagement. Je vais peut-être laisser répondre les juristes et géomètres aussi sur ces aspects. Juste une observation par rapport à ce que vous indiquiez. Clotilde Casamajour, avocat spécialisé en droit de l'urbanisme, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une conception un peu figée de ce qu'est un permis d'aménager
Et il est complètement décorrélé dans la plupart des réflexions entre l'opération d'aménagement dans un périmètre donné et ce qui sera construit par des CCMistes et du coup, ou pas d'ailleurs. Et du coup, on s'en désintéresse aussi un peu de cette manière-là. En zone métropolitaine dense, je peux vous assurer en revanche qu'il y a une réflexion, y compris des personnes privées, pour avoir une écriture architecturale extrêmement d'abord aboutie, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus, je ne vais pas vous apprendre, surtout avec la situation actuelle, qu'il n'y a plus d'argent public, de sorte que toute la réflexion que nous pouvons mener au stade de l'aménagement, pour le compte de maîtres d'ouvrage privés, est de créer de l'intérêt collectif, voire même des services publics et des infrastructures. Donc je crois que cette économie-là, elle est complètement dépassée. Je pense que tu peux également en parler, Philippe. Donc, Philippe Laforge, je suis géomètre expert et urbaniste qualifié également. Moi, je voudrais revenir un peu sur tout ce qui s'est dit et remettre un certain nombre de choses dans l'ordre. Je ne voudrais pas perturber le débat, mais aller tout de suite à savoir si on fait un permis d'aménager ou pas, je trouve qu'on conclut avant d'avoir posé réellement le problème. Et on fait d'abord tout de l'aménagement. Et l'aménagement, ça peut se faire à travers une ZAC, ça peut se faire à travers un permis d'aménager, ça peut se faire aussi par un permis de construire ou en division. Et ça s'analyse en fonction de la finalité, de la qualité des maîtres d'ouvrage, publics, privés, sont-ils plusieurs ou pas. Et donc là, on s'est focalisé sur la production de terrain à bâtir, finalement. C'est un peu notre préoccupation aujourd'hui, puisque la loi CAP a apporté cette nouveauté, qui est que dans les permis d'aménager, il doit y avoir intervention de l'architecte dès 2500 m² de surface de terrain. Et donc, et paysagiste depuis la loi Elan, tout à fait. Et donc, je crois qu'il faut se reposer le problème. On a avant tout un foncier dont il faut être économe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire fait que l'étalement urbain, c'est fini. Donc, lorsqu'on a un foncier, il faut analyser les contraintes paysagères, les contraintes topographiques, les contraintes hydrauliques, parce que c'est un sujet sensible, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, ensuite, on voit les contraintes réglementaires. Et donc là, on oppose PLU et OAP. Moi, je ne partage pas la position. Non, voilà. Non, il y a une notion très différente. C'est que l'OAP, on a une obligation de compatibilité. Et le règlement du PLU, on a une obligation de conformité. Et donc, l'OAP, c'est une intention. Donc, cette intention, elle doit se retrouver dans le projet, mais on peut l'adapter et en fonction des contraintes qu'on a précédemment listées. On a oublié quelqu'un dans les équipes pluridisciplinaires. On a parlé de paysagistes, d'architectes, de géomètres. On a oublié qu'il y avait aussi des bureaux d'études environnement, dont la présence, elle est fondamentale dès le départ, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes environnementales qui induisent la composition du projet. Et si on les omet, après, on est quand même en difficulté. Donc, on a analysé le site, on a analysé les contraintes réglementaires. Et après, à qui on s'adresse? C'est-à-dire, quelle est la cible de population qu'on va accueillir sur nos opérations? Et est-ce qu'on est en milieu urbain? Est-ce qu'on est en milieu rural? On a des manifestations en ce moment qui nous rappellent que les gens qui vivent loin de leur lieu de travail, ils sont souvent en difficulté. Et c'est bien souvent des gens qui ont moins de moyens que les autres. Donc là, il y a un vrai sujet, en zone rurale notamment, de savoir pourquoi on éloigne les gens et on ne peut pas les rapprocher de la métropole, là où est le bassin d'emploi. Donc là, mais il y a cette dimension sociale, sociologique qu'il ne faut pas oublier. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et donc, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, eh ben, on va choisir si on fait un permis d'aménager, un permis de construire par l'indivision, une ZAC, selon que la collectivité va vouloir maîtriser ce qui va se passer, plus ou moins, ou au contraire laisser faire. Est-ce que l'économie permet à un privé de retrouver une rentabilité qui fait qu'il va prendre en charge l'ensemble des infrastructures et que finalement ça évite à la collectivité d'avoir à dépenser? Donc tout ça, c'est fondamental. Et une fois tout ceci posé, donc on va dire qu'on fait un permis d'aménager puisque c'est l'objectif. Mais je voulais rappeler cette démarche. Et cette démarche, elle est forcément pluridisciplinaire. Et on n'a pas attendu la loi CAP. On a certains architectes ici avec qui on travaille régulièrement. Et je ne suis pas le seul parmi mes confrères à avoir travaillé comme ça. Et ça fait longtemps que sur les opérations, avec un peu d'ambition, on est plusieurs. Et on a des avocats aussi qui interviennent dans le montage, qui auditent, qui nous donnent leurs sentiments sur la finalité et les risques de recours. Donc, et tout ça, c'est un travail d'équipe. Et donc, opposer les uns aux autres, je crois que c'est un faux débat, un mauvais débat que j'ai connu quand j'ai débuté dans les années 80. Nous ne sommes absolument pas concurrents, même si les géomètres, M. Vétier le disait tout à l'heure, il était un peu chagriné par le contenu de la loi CAP. Mais tout à l'heure, vous avez montré une image qui est
terrible, la première extrait cadastrale que vous avez montré, madame. Et donc, voilà, et la loi CAP, elle vient de là. Voilà. Donc j'y ai peut-être participé, le minimum. Il m'est arrivé de refuser des affaires, mais bon, voilà. Et donc, en effet, la loi CAP, elle est venue là. Et pour nous obliger, pour nous contraindre, l'être humain étant pas raisonnable, on réagit que sous la contrainte. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés, mais avec certains d'entre vous, on n'avait pas attendu ça. Et donc, ce travail pluridisciplinaire, il est obligatoire. Et pour parler un peu de ma profession, qui est un métier merveilleux, quel est le professionnel qu'on retrouve à tous les stades? C'est bien souvent le géomètre, qui a une vision de la topographie, qui a une vision du réglementaire, du juridique, qui a une vision aussi de la sociologie, du type d'habitat qu'on va produire. Alors les architectes l'ont aussi, hein, c'est pas... mais la magie de ce métier, c'est qu'on intervient à tous les stades de l'acte de construire, qu'il s'agisse d'une promotion ou qu'il s'agisse d'un aménagement. Voilà un petit peu, je voulais recadrer le débat, mais ne tombons pas dans le sujet de savoir qui doit gagner plus que l'autre. Je dirais que ça, c'est une convention entre les partenaires. On a du temps passé, il y a des honoraires, il faut qu'ils soient le plus élevés possible, évidemment. Et puis après, intelligemment, on arrive à se répartir. Je dirais que moi, à mon niveau, ça n'a jamais été le débat avec les partenaires. La répartition n'a jamais fait le sujet, quoi. Donc je pense qu'on a tous notre compétence à apporter, notre vision. On a besoin de parler des mêmes sujets pour échanger et faire évoluer le projet. Un projet entre... Dans la présentation qui nous a été faite immédiatement avant, alors j'étais pas là ce matin, mais celle de Marsac est intéressante parce qu'il y a eu une véritable analyse du paysage. On a parlé de l'hydraulique. Donc j'ai pas ressenti... on n'a pas parlé de à qui on voulait vendre et quels étaient les budgets finaux des gens qui allaient habiter là. Donc, parce que ça, il faut pas l'éluder non plus. Voilà, je ne vais pas monopoliser plus longtemps, mais je voulais préciser ça. Et pour revenir au problème OAP règlement, je crois que dès lors qu'on applique alors c'est le R151-21. J'ai vérifié Internet, ceci de magie que je ne l'avais pas en tête. Mais donc le R151-21 permet de mutualiser les règles à l'échelle de la parcelle d'origine, de l'unité foncière. Dès lors qu'on a cette mutualisation qui est intéressante parce qu'elle permet de faire vraiment de l'urbanisme de projet et pas de tomber dans ce carcan géométrique qu'on a eu pendant trop longtemps avec l'article 5 qui nous disait que les lots faisaient 800 mètres carrés et les géomètres étaient maîtres dans l'art de dessiner des tablettes de chocolat avec des lots de 800 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on mutualise pour pouvoir avoir des formes urbaines différentes et à partir de là, on est obligé d'avoir un règlement. Et je vous rejoins. C'est-à-dire que le règlement du PLU n'est pas suffisant puisque selon l'espace, selon qu'on veut créer un effet de rue ou pas, on va oublier le petit R, le L1, le L2 et créer quelque chose de toute pièce. Donc le règlement, pour moi, est systématique. Voilà. Je sens que Valérie veut prendre la parole, mais je voudrais quand même un peu que vous sortiez un peu de l'angélisme, parce que moi, la première situation de conseil... Oui, non, mais sur la question géomètre, intervention des paysagistes et autres professionnels, moi, le premier dossier... sur lesquels j'ai été amenée à donner un conseil en Lot-et-Garonne. C'était un petit lotissement de 10 lots où on a fait donc, ce qu'il fallait en amont pour écrire un cahier des charges et pour qu'il y ait une bonne consultation. Résultat des courses, le professionnel qui a gagné était un géomètre qui laissait des miettes aux paysagistes. Et j'étais à deux doigts, compte tenu du volume d'honoraires qui était annoncé, comme il y avait des écarts du simple au double, sur un petit lotissement de 10 lots. C'est vous dire quand même la problématique. Je me rappelle avoir appelé Vincent Rey et avoir consulté mon confrère en lui disant « Qu'est-ce que tu ferais ?» Il m'a dit « C'est manifestement du dumping. » Mais bon, voilà, je ne suis pas allée jusqu'à écrire à la mairesse qui a choisi, évidemment, le géomètre. Voilà. Mais ça traduit quand même... Ça, c'était avant la loi CAP. Et depuis... pour vous dire que quand même dans notre situation de conseil, il y a quand même des victoires qu'on obtient aussi dans l'autre sens. Là, je suis avec notamment une commune qui est Miramont de Guyenne, Bastide, où là, on est carrément sur le contrat extraordinaire de l'ordre, où il y a élaboration du PA, mission de visa. Enfin, la commune, elle est favorable à tout, parce qu'elle a conscience qu'elle est devant une situation d'urbanisation périphérique et qu'elle a peur de se casser la figure. Et c'est moi, là, qui ai des états d'âme, parce que ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est ce qui me paraît très grave aujourd'hui, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'avant, de toute façon, de décider de faire un lotissement, la question, c'est est-ce qu'on a épuisé toutes les ressources pour recycler ou renouveler l'habitat de centre-ville. Or, Miramont de Guyenne, pour prendre cet exemple, où je me sens quand même beaucoup mieux que dans l'autre commune rurale
dont je viens de parler, ben, le problème, c'est que j'ai traversé une bastide qui est en train de se casser la binette de tous côtés. Et la commune, maladroitement, mais parce qu'elle n'a pas trop de solutions immédiates sous la main, va s'engager sur un petit lotissement de 15-20 lots. Mais je peux difficilement, voilà, moi, ça me pose un état d'âme moral plus par rapport à la question de l'opposition entre extension raisonnée et recyclage de l'existant. Alors, si je puis me permettre... Il faudrait qu'on revienne quand même au sujet de notre séminaire. Oui, je partage tout à fait. Juste voilà. un mot par rapport à ça quand même, parce que la loi Elan est en train de donner des moyens à la fois aux collectivités, avec des outils juridiques totalement innovants, pour régler cette question-là. D'accord ? Donc il va y avoir des outils juridiques, des véhicules juridiques et de l'argent. Donc il appartient aux professionnels de s'en emparer. Par ailleurs, pour accompagner depuis plus de 25 ans les opérations d'aménagement, aussi bien avec des géomètres que des architectes, j'ai tendance à dire qu'il y a des conneries qui sont faites de part et d'autre, parce que là, actuellement, j'ai à essayer de régler des problèmes de responsabilité d'architectes engagés à l'occasion d'opérations de lotir qui sont tout simplement aberrantes. Et je crois que tu parlais du véhicule juridique tout à l'heure à employer. Ça, c'est un fait. Moi, si j'ai une mission aujourd'hui, c'est de vous alerter sur ce qu'il n'y a surtout pas à faire pour engager votre responsabilité, qu'il y ait des miettes ou des honoraires substantiels à la clé. Votre responsabilité est la même et la garantie de votre assureur strictement identique. Et ce qui est certain, c'est que la qualité architecturale, à partir du moment où on a des opérations qui permettent financièrement d'aller jusqu'au bout, le véhicule juridique idéal restera le PCVD, clairement. Parce que là, on a une écriture architecturale qui est totalement aboutie. Oh, je suis hors sujet. Je te laisse finir, après je reprendrai la main. Alors, le PCVD, c'est vraiment un point extrêmement important de ce point de vue-là. Et le règlement également. N'oubliez pas que le règlement de lotissement, il est fondamental. Il vous permet de vraiment écrire à la carte votre lotissement, de la même manière que si vous arrivez après, une fois le permis d'aménager délivré, d'accord, n'oubliez pas qu'il y a un règlement. Ça évitera que derrière, votre assureur ait des actions en responsabilité et des demandes de démolition parce que les règles du règlement de lotissement n'ont pas été prises en considération. Je vous rappelle qu'elles ont la même valeur que le PLU, elles ont même niveau réglementaire, d'une part, et que d'autre part, lorsqu'elles sont plus restrictives, elles s'imposent sur le PLU. D'accord. Bon, je reprends un petit peu la main là, pour donner la parole. Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce que finalement, le débat s'anime un petit peu. Voilà, on échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement ces prises de parole. Mais Valérie, tu voulais intervenir là. Oui, je voulais. D'abord, j'étais très contente qu'on puisse parler du cadre juridique parce que je dois dire que dans toutes les petites occasions que j'ai eues de travailler avec toi, Nathalie, où on a fait de la pédagogie, et justement, puisqu'aujourd'hui la journée s'intitule lotissement, moi, chaque fois, je me disais, mais le mot me donne des boutons. Et en fait, il s'agissait déjà de commencer avec les groupes d'élus que l'on réunissait pour leur dire que finalement, le lotissement, c'est une procédure juridique. Parce que le problème, c'est que cette procédure juridique, elle a fini par donner des espèces d'images de la parcelle de 1000 m² avec son petit cube au milieu. C'est ça l'effet pervers. Et alors que, en fait, le juridique, comme vous le dites très bien, est finalement au service d'un projet global. Lequel projet global se travaille dès le PLU. Et je dirais même qu'au niveau de certains PLU, il faut même revenir au PADD pour être sûr de bien comprendre les orientations qui ont été voulues. Donc en fait, c'est quelque part une descente dans les échelles et aussi se donner une liberté de projet au fur et à mesure qu'on descend dans les échelles, tout en tenant un fil conducteur. Ouais, je crois que c'est vraiment le plus... à la fois le plus difficile et le plus jouissif, hein, enthousiasmant de la démarche, que bien sûr il faut faire partager à des personnes qui sont multiples.
des élus qui ne sont absolument pas formés là-dedans, les services de l'État, des techniciens, tout cela est extrêmement compliqué. Donc ça veut dire aussi qu'on a parlé de l'hydraulique, on a dit le choix des plantations, on a parlé des orientations, etc. Alors chacun va se mettre dans sa petite case. Ah tiens, oui, moi je suis l'architecte, moi je suis le paysagiste, moi je suis... Mais il ne faut pas oublier que ce qui va faire la réussite du projet, c'est que ce sera une organisation intelligente de la totalité. En fait, en paysage, il n'y a pas de création, en fait. Il n'y a que de la transformation. On a un site et on le transforme. Alors déjà, ça, on regarde le site, on se dit, voyons, où est-on ? On le regarde sur le plan de la géographie. On le regarde sur le plan de l'histoire, parce que ça peut être très intéressant de savoir ce que nous disent les anciens tracés parcellaires. Donc de la géographie, de l'histoire. Bien sûr, on le regarde avec tous les documents d'urbanisme préalables que je viens de citer, parce que c'est tout simplement le projet sociétal sur ce lieu. Et c'est très important de s'inscrire dans ce projet de société. Le paysage n'est jamais qu'une page que l'on tourne à un moment donné. Il a existé avant, il existera après, et ce que l'on a fait sera aussi transformé. Et c'est pour ça que je trouvais aussi très intéressant les questions sur comment est-ce qu'on peut imaginer aussi le devenir de nos projets. Des petites choses pour illustrer le fait que ce que l'on aurait tendance à séparer pour l'analyser plus facilement, à travers des grilles d'analyse, parce que comme ça, on coche, c'est plus facile. L'hydraulique, est-ce qu'il y a bien le bassin d'orage, etc. Est-ce que ceci, ça marche, machin. Les plantations, est-ce que le paysagiste, ceci, cela, a mis des plantations qui correspondent un peu aux essences locales, etc. Mais en fait, il s'agit surtout, et d'ailleurs, le projet de Christophe et de Guillaume Lézé, avec, je ne saurais pas citer la troisième personne qui était avec toi, mais en témoigne. Quand tu parlais de cette structure qui a été installée sur le terrain avant même le découpage en lots, c'est une structure plantée de paysage, mais le paysagiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne choisit pas les végétaux, il installe les conditions du vivant. Les conditions du vivant, c'est aussi les conditions du devenir. C'est quelque chose de très important parce que pour vivre, un végétal a besoin d'eau. Donc déjà, faire le projet de la structure paysagère, c'est répondre à la question comment est-ce qu'on traite l'hydraulique. Ça y est, c'est fait. La structure, elle va, comme disait Christophe, organiser les différents lots. Les différents lots, qu'est-ce que l'on va en voir ? On va en voir les lignes de clôture. Et c'est là que vous avez répondu à cette thématique qui est plus une thématique, alors moins du vivant et de la structure, mais une thématique du cadre de vie. Quels sont les choix de clôture et les qualités de clôture ? Et on peut tout à fait donner un éventail de clôtures possibles, mais il faut savoir que cet ensemble, avec la végétation, définira le cadre de vie des habitants. Si je reviens à l'échelle un peu macro, les structures ont été installées tout à fait intelligemment, puisque le vivant, il lui faut de l'eau, il lui faut un certain espace, mais il lui faut aussi des connexions, et des connexions écologiques. Et la trame, elle était organisée de façon à attraper cette très jolie lisière boisée qui entourait le coteau. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'était la photo introductive de ton diaporama. On voyait la lisière boisée. Donc, pour créer les conditions du vivant, il faut aussi que le vivant se déplace là-dedans. Et là, hop, je reviens à ce que tu disais, Nathalie, par rapport au PLU et aussi au PAEDD, et à ce que demande l'État dans la prise en compte des trames vertes et bleues. Il faut savoir que ces trames vertes et bleues, ce n'est pas simplement les prendre en compte, les repérer sur un plan, c'est aussi avoir un projet pour que ces corridors écologiques potentiels qui sont souvent interrompus retrouvent une cohérence, c'est-à-dire une continuité, pour qu'ils puissent vraiment
servir de corridor. Corridor, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un corridor. On circule dans un corridor. La grenouille, elle doit passer. Hein, elle doit faire... Voilà. Toutes les bestioles doivent pouvoir circuler. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la ville s'étale. La thématique de la trame verte et bleue, il ne faut surtout pas croire que ce n'est qu'une thématique rurale. Surtout qu'il est extrêmement difficile de la résoudre en milieu rural. Pourquoi? Je fais une parenthèse très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Très rapide, parce que... Oui, très rapide. Le monde agricole, c'est un monde économique. C'est l'économie agricole. Et une ripisylve, quelle économie lui trouver? Là, il y a toute une réflexion à avoir, mais il y a des pistes. Je reviens sur ces trames vertes et bleues. Ces trames vertes et bleues, elles viennent nourrir les projets. Là, dans le projet précédent, on a une trame qui est un corridor écologique qui fait le pourtour du plateau et qui vient traverser le lotissement. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, voilà des petites... je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que le projet est un tout. Et que le bon projet, c'est le projet qui va articuler ces thématiques, le végétal, la trame verte et bleue, l'eau, la circulation piétonne, la circulation automobile, etc. Et ça veut dire quelque part, enfin, moi, tu me tends la perche là, mais ça veut dire quelque part qu'avec des compétences différentes et partagées, bon, on a plus de chances de faire un projet réussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, un petit conseil, il faut aussi faire en sorte de se connaître. Oui. Parce qu'il y a des étiquettes, mais il y a aussi les réelles compétences des personnes. Non, mais je pense que il y a une complicité. Bien sûr, qui se crée. Il y a des habitudes de travail. Je vois quand on travaille en équipe, on commence à se connaître, on se respecte, on échange, on va voir le terrain ensemble parce que quand on analyse le terrain, on va sur place, et chacun y voit ce qu'il ressent dans sa profession respective. Hein, enfin, voilà. Et après, ça se déroule. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui est un petit peu contraint au départ, peut-être par une loi, mais qui existait déjà avant, c'est du bon sens. Hein. Ça veut dire que, voilà, on a des métiers qui sont, somme toute, absolument compétents dans un certain domaine, qui, en arrivant à discuter, à dialoguer, peuvent au contraire s'enrichir réciproquement. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de porter le... Hein, voilà. On n'a pas besoin de loi pour bien travailler. Non. Par exemple, le volet paysagiste avec les coupes et le plan, c'est évident que pour faire bien travailler l'espace, il faut bien associer une coupe au plan. Je vais rebondir, Madame la paysagiste, sur le sujet parce que en milieu urbain, aujourd'hui, les permis d'aménager, on est en train justement de commencer à travailler un peu selon le modèle qui a été envisagé, à tort ou à raison, peu m'importe, à Hong Kong, où moi, en PACA, actuellement, je travaille sur un permis d'aménager qui représente à peu près 17 hectares d'emprise au sol, et où on est en train d'envisager des jardins et des espaces verts, et donc des trames vertes au dernier étage. Non, en hyperstructure, au 7e ou 8e étage en France, c'est déjà beaucoup. À Hong Kong, vous le voyez, à partir du 47e étage, aujourd'hui, on fait des parties communes. Avec des aires de jeu, avec des parcours sportifs, et on verdit tout ça parce qu'on a besoin de verdir. Et là où la règle, elle n'est pas si inutile que ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un arsenal juridique qui est en train d'être mis en place. Alors le problème, c'est qu'on a deux types d'urbanisation en territoire et après dans des zones extrêmement denses, avec des projets, je dirais, un peu type fusée, où on peut d'ailleurs avoir sur le même tènement foncier, on va avoir 4 permis d'aménager, 6 PCVD et un permis. Mais on a des outils justement qui aujourd'hui nous obligent à voir la métropole et la vie en métropole avec des questions de coût aussi et de densification différemment. Mais la règle est de ce point de vue-là importante. Voilà. Alors, je voulais donner la parole un petit peu à Claude Laurent Aubert, là, qui est architecte, qui n'a pas pris... Oui, non, je vois que tu es dans l'écoute. Non, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a parlé, paysagiste et géomètre, vous êtes exprimé un petit peu, donc je voudrais avoir un petit peu ton avis. Toi, tu as suivi la formation en plus qui a été faite par Mage, et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu ton analyse et savoir ce que tu as retiré de la formation d'une part, mais surtout ton expérience personnelle. Alors oui, moi j'ai fait 12 années au CAUE de Charente-Maritime avant de venir à la formation. Ça marche ou pas?
En fait, j'avais un passé de conseiller sur les collectivités avec les particuliers. Et donc, je recevais les géomètres sur leurs projets. Et c'est vrai que en tant que conseil, on avait des ambitions. On tient toujours un discours, on va dire, très parfait, d'un monde parfait, dans un univers parfait, avec des gens qui ne nous écoutent pas. Voilà, c'est un peu le principe du CAUE, du conseiller CAUE. On ne comprend pas pourquoi les gens ne vous écoutent pas. Et donc, non, mais c'est assez vrai. Donc, surtout le lotisseur privé qui fait 90% des lotissements en Charente-Maritime. Donc par rapport aux 10% public qu'on encourage, qui est motivé, qui a décidé de faire mieux que tout le monde pour avoir son label éco-qualité environnementale HQE BBC. Donc quand on s'adresse aux 90 autres %, ça devient plus compliqué. L'avantage de la formation et par rapport à ce que j'ai vécu moi en tant que conseil, c'est que j'étais en tant que conseil à la table entre la collectivité et la personne qui demandait conseil au CAUE. Et donc j'avais la bonne place au bon moment, je dirais presque, qui était celui d'intermédiaire. Or, ce qu'on apprend, ce qui est intéressant dans la situation de la nouvelle loi et donc de la mise en place de l'intervention obligatoire de l'architecte lors du PAPE, c'est bien, je pense, d'être à la juste place, à l'échelle de ce qu'on va faire. Et donc d'amener sa compétence, et pas forcément plus, et pas forcément de la manière dont on a l'occasion de le faire quand on est le maître d'œuvre principal d'une opération. C'est-à-dire que la question n'est pas la même quand même quand on répond à une collectivité publique dans une équipe pluridisciplinaire avec architectes, paysagistes, bureau d'études environnementales et géomètres et urbanistes, etc., à se partager 8% d'honoraires et sur un projet qui a duré 10 ans, avec une opération sur une assiette foncière bien déterminée, sur lequel en fait il y a un règlement qui s'applique, qu'on ne pourra pas modifier. On ne va pas aller discuter avec la collectivité si on peut modifier un PLU. C'est rare qu'on ait ce pouvoir-là. Donc l'intérêt, c'est de replacer l'architecte à sa juste échelle, selon l'échelle du projet, et de pouvoir travailler et d'avoir les outils intellectuels qu'on n'a pas forcément en tant qu'architecte. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre mon nez dans des PLU, de mettre mon nez dans des SCOT, de pouvoir intervenir sur des problématiques environnementales avec des paysagistes, mais ce n'est pas le cas de tous mes confrères. Mes confrères, j'ai bien compris qu'ils étaient confrontés à d'autres choses que moi en tant que presque touriste CAUE. Donc l'intérêt de cette formation, je pense qu'elle réside là-dedans. C'est-à-dire que autant le métier d'architecte est complexe pour construire, autant celui du permis de construire du lotissement l'est aussi à sa façon, avec ses propres règles, avec ses propres fonctionnements, avec un marché qu'on ne connaît pas. Les trois quarts du temps, on arrive dans des secteurs où effectivement on se plaint de la qualité, on se dit oui, il aurait fallu faire un permis de construire Vallon-Division. Oui, mais à ce moment-là, on est le patron. On n'est pas l'aménageur. On est l'architecte et on va construire un permis de construire. On n'est pas dans la même situation. Donc tout ce qu'on a en qualité d'analyse que peut amener le paysagiste, que nous on peut amener en complémentarité, et notre façon de percevoir effectivement comment est-ce qu'on construit une maison et comment est-ce qu'on construit un R+1 plutôt un R+2, est-ce qu'on va se mettre en mitoyenneté, etc. Oui, là je pense qu'il y a un vrai intérêt à se positionner
et à travailler on va dire, dans la finesse des futurs projets. Maintenant, il faut rester à notre place. Je veux dire, il y a une différence entre le médecin qui va soigner un rhume et le chirurgien qui va opérer à cœur ouvert. Hein. C'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes... moi, je vois des lotissements où on divise un terrain en 6 lots, 12 lots. Exactement ce que vous avez vu, mené par un privé. Oui. La demande n'est pas la même. Le projet et l'ambition n'est pas la même. Oui. La contrainte du PLU qui est à l'intérieur est encore moins la même. Généralement, elle n'a pas été pensée. Donc, comme ça, c'est clair. Donc, la difficulté est plus là. Mais d'un autre côté, moi, j'ai bon espoir parce que je me dis, sinon, je n'aurais pas quitté le CAUE. Sinon, je serais resté au CAUE assis à ma table en disant vous êtes tous nuls, mais je ne comprends pas ce que vous faites. Ou alors je ne comprends pas. Donc, ou alors à faire des confs, mais ce serait autre chose. Par contre, là où j'ai quitté la structure, donc j'en parle un peu en rigolant, mais là où je pense que le CAUE, comme l'Ordre des Archis, comme notre profession, comme celui des géomètres, a un vrai intérêt, c'est effectivement de suivre l'évolution de ce processus. Parce que je pense qu'on peut trouver des trucs. Quelque part, je pense qu'on a une mission. Il ne faut quand même pas fuir nos responsabilités collectives par rapport effectivement à l'aménagement. Même si nos moyens peuvent être limités, il faut que quand même il y ait une prise de conscience collective par rapport à nos responsabilités partagées. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Oui, il y a une responsabilité commune dans les choses. Enfin, je me rappelle d'un travail qui avait été fait par une ethnologue au CAUE sur l'habitat individuel, et qui était une étude sur en fait des gens qui vivaient en lotissement. Et ça, en fait, nous, on s'y intéresse pas. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été notre culture. On a peu fait des maisons individuelles. Je sais pas, il me semble pas que le dernier projet de Remkoulas soit dans un lotissement à Mornac-sur-Seudre. Donc, voilà, l'ambition, elle est quand même de se poser des questions quel est notre rapport véritable et comment est-ce qu'on apporte d'autres choses que ce que, en tant qu'architecte, à ce moment-là, que des paysagistes apportent déjà, que des hydrologues apportent déjà, qu'un ethnologue va apporter déjà. Ça me semble... Et je dois remercier Céline, c'est que oui, la formation fait ça. Alors c'est super parce que venez tous. Tu me fais la transition, elle est toute trouvée, donc je voulais justement faire parler un petit peu Céline Lemaire, donc urbaniste, architecte, formatrice, etc. Bon, il y avait Audrey Audouard qui devait être avec toi, donc elle est juriste. Hein, absolument. Voilà. Et je crois que les formations, elles se font en binôme. En fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je ne sais pas comment ça se passe, le contenu de la formation, les objectifs, les cibles, enfin voilà, nous faire ça assez brièvement, mais de façon complète. Merci. Donc, je sais que vous en avez déjà un peu parlé ce matin et que le rappel sur l'histoire a été fait. Donc, on va plutôt parler de l'avenir cet après-midi. Et du concret et du contenu. Donc, sur l'avenir, c'est que les paysagistes nous rejoignent. Donc, on va passer d'une formation à 2 voies à une formation à 3 voies, avec effectivement une entrée juridique, parce que, justement, bien comprendre le contexte réglementaire et ne pas dire d'erreur juridique, c'est une base qui est évidente, puisqu'il s'agit de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, c'est ça, un permis d'aménager. Il s'agit de savoir le déposer correctement et de renseigner correctement les informations. Et ensuite, l'objectif dans la formation, c'est de pouvoir prendre conscience du fait que c'est un peu normal de ne pas être très au clair avec la situation actuelle, car on a un enchaînement de lois qui sont venues les unes après les autres, extrêmement rapide. Donc, on va repartir des lois Grenelle, parce que c'est elles qui nous ont dit qu'il fallait arrêter la consommation de l'espace et prendre en compte l'environnement. Derrière, on a eu quand même les lois Allure qui ont permis la multiplication de la division parcellaire dans le tissu existant et qui ont donc bouleversé
complètement bouleversé les acteurs de la construction en France, puisqu'aujourd'hui, construire dans le diffus par division parcellaire est de plus en plus possible par les lois ALUR. Qu'ensuite, on a eu une nouvelle codification du Code de l'urbanisme qui fait que l'ensemble de la façon dont s'écrivent les règles du PLU a changé. On n'a plus les 13 articles, on a une nouvelle forme en 3 chapitres. Là-dessus, la loi LCAP, qui nous amène, qui change aussi toutes les règles, notamment d'instruction dans les périmètres des monuments historiques, qui change les acteurs du permis d'aménager sans changer le contenu du PAPE, ce qui est incroyable. On nous amène, mais le règlement est toujours la pièce optionnelle du PAPE, ce qui est fou. Et là-dessus arrive la loi Elan qui amène d'autres acteurs à nouveau et change les règles économiques et le jeu d'acteurs sur la construction du logement en France. Donc, il est évident que nous avons tous besoin de formation. Nous, les architectes, mais aussi les instructeurs, je crois qu'ils en ont parlé ce matin, et qu'on a tous besoin de réapprendre à travailler ensemble. Ensuite, pourquoi moi je suis très intéressée et que je trouve qu'il est particulièrement important que les architectes se saisissent de ces choses. C'est que le permis d'aménager, c'est le moment où des personnes écrivent le règlement qui va être le support ensuite de l'instruction des constructions. Donc, que les architectes se posent la question de l'écriture des règles, support de l'instruction, va leur permettre, peut-être, en tout cas moi c'est mon grand espoir, de réapprendre à communiquer avec les ABF qui comptent sur eux pour que les règles non écrites dans les périmètres des monuments historiques, mais qu'ils doivent pourtant instruire, bien que la loi LCAP remette un peu en cause ça en permettant potentiellement aux élus de se substituer à eux, en tout cas aux autorités compétentes, mais je laisserai les gens spécialistes parler de ces choses-là. Donc ils comptent, ou en tout cas ils comptaient sur nous, mais du coup j'imagine qu'ils compteront encore plus sur nous pour essayer de les rendre écrites, ces règles attendues. Et les instructeurs comptent sur nous aussi pour rendre claires les règles qui sont à l'intérieur des permis d'aménager. Donc la difficulté, c'est qu'on est bien à ce moment d'injonction contradictoire où tout le monde cherche à davantage codifier, clarifier les choses et où en même temps les moyens et les contradictions sont tout le temps là. Les élus veulent d'un côté, et on le voit beaucoup, moi je travaille aussi en planification, ils ont déjà demandé beaucoup de règles dans les SCOT qu'ils veulent remettre en cause dans les PLU, puis remettre en cause dans le permis d'aménager. Donc, à chaque étape, on est là-dedans. Donc, le but, c'est de vraiment comprendre les philosophies qui sont derrière les lois, sur lesquelles, là, il y a de grands consensus. Et ensuite, de bien connaître les règles pour connaître les marges de manœuvre que l'on a à chaque étape du projet. Et en tant qu'architecte, on connaît cette injonction contradictoire. Et donc, on a une valeur ajoutée colossale que ne reconnaissent tous nos maîtres d'ouvrage. On sait apporter une vraie constructibilité à la parcelle parce qu'on ne fait pas que la réglementer, mais on construit dessus. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on pense justement qu'on va tout résoudre, mais c'est bien se positionner sur cet apport-là. Je me permets de vous interrompre, parce que là je voudrais rebondir très vivement, pour plusieurs raisons. Acte 1, il y a un millefeuille réglementaire, je suis bien placée pour le savoir. Ça fait 25 ans que je pratique le code de l'urbanisme. En revanche, depuis 10 ans, on a un assouplissement extrêmement important de la jurisprudence d'une part et de la législation d'autre part. ALUR est venu simplifier un certain nombre de régimes juridiques et de véhicules juridiques. Elan également, notamment pour éviter d'engager vos responsabilités chaque fois. Alors, c'est quel que soit le professionnel intervenant à l'acte de construire. Qu'il s'agisse notamment du permis de régularisation qui permet aujourd'hui, qui va au-delà du permis modificatif, d'une part, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller modifier l'économie générale du projet grâce au permis de régularisation introduit par la loi ALUR depuis 15 jours, d'accord, et qui permet également de pouvoir le déposer après travaux.
Ces règles, elles sont essentielles parce que vous parlez de la... C'est désordonné, mais ça a du sens néanmoins. Vous parlez de la rédaction des règlements. Si je puis me permettre aussi une observation pour rédiger ce type d'acte depuis 25 ans ou venir corriger justement et auditer ce qui est fait par des non-professionnels du droit, vous avez une obligation de résultat lorsque vous écrivez. Donc il faut quand même faire particulièrement attention lorsqu'on s'aventure à vouloir écrire des règles sans être un spécialiste de la règle. Et je termine. L'objectif, c'est vraiment de vous parler des conneries à éviter. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est celle-là. D'accord ? Parce que, vous le verrez derrière, l'air de rien, on a la légitimité d'auditer plus de 880 mètres carrés de surface de plancher sur tout le territoire national par an, à peu près. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu de recul sur ce qui peut se faire, pas se faire, aussi bien sur des lotissements en Lot-et-Garonne. Vous savez, Nathalie, et Christophe le savent, que je suis particulièrement attachée à ce département pour y avoir rénové un truc totalement fou et perdu, et travailler sur de l'urbanisme de pointe et innovant avec du permis à double détente, alors que ce n'est permis que, logiquement, pour les ouvrages olympiques. Tout ça pour vous dire que construire, c'est bien. Construire en essayant de maîtriser des petites techniques, typiquement. Il y a des règles, là, par contre, qui sont ancestrales. C'est le cahier des charges. Le cahier des charges de lotissement, il existe depuis 1917. Et en qualité, la MAF me confie depuis un an l'honneur et la responsabilité de défendre les responsabilités civiles de votre profession. Vous n'imaginez pas le nombre de conneries, et je suis volontairement cru quand je le dis, mais au moins je marque les esprits. Quand un architecte viole un cahier des charges, même pour 3 cm de débord de toiture, d'accord, c'est la démolition garantie. Autant vous dire que derrière votre responsabilité civile, elle est clairement engagée, que vous ayez signé une convention ou pas, pris des honoraires. On ne parle même pas du pourcentage, de savoir si c'est au forfait, à l'heure, ou si ce sont des miettes. Votre responsabilité, elle sera la même. Et exactement la même, vous avez une obligation de résultat dans ce domaine-là et une obligation de sécurité juridique qui est extrêmement importante. Donc, je vous en conjure, faites bien attention à ça. Le droit est peut-être complexe, mais franchement, quand vous avez une servitude dans la déficandi, c'est-à-dire une règle de prospect impérative qu'il convient de respecter, il vaut mieux éviter, même si c'est 10 cm encore une fois, de construire à l'intérieur. Parce que, également, ce qui est quand même pas neutre, c'est que même si votre maître d'ouvrage n'a pas subi de préjudice, d'accord, il a le droit d'obtenir la démolition, et cette règle, malgré Élan, il y a eu la caducité en plus, la caducité des cahiers des charges qui avait été introduite par Allure, au terme de 5 ans en cas de défaut de publication des cahiers des charges, vient d'être purement et supprimée par Élan, tout simplement parce que, malgré Allure, la Cour de cassation, par 8 arrêts, extrêmement clair, était venu dire que ces règles étaient imprescriptibles. Donc attention à cela. Bon, parfait. Alors évidemment, je suis 100% d'accord avec vous. Donc l'objet de la formation n'est surtout pas de dire que les architectes doivent écrire seuls des règlements de lotissement. Vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Hein. Oui, en tout cas, ce ne serait pas très responsable en termes de formation. Parce qu'effectivement, il faut connaître les règles. Et donc, c'est bien pour ça que la formation est pluridisciplinaire et que les formateurs sont pluridisciplinaires et qu'ils comptent une juriste dans l'équipe de formateurs. Néanmoins, la loi leur fait obligation à avoir un avis dessus s'il y en a un, puisque le règlement est une pièce du PAPE. Donc, les architectes sont sommés par la loi d'avoir une opinion sur le règlement et de participer à leur élaboration. Donc, de fait, il convient qu'ils se saisissent de la question. C'est un document facultatif qui fait partie du PAPE. Donc, je dis une erreur ? Non, mais vous n'êtes pas sommé, c'est ça. Ah ben, soit on n'en fait pas, soit si on en fait un, on doit avoir une opinion. J'ai une erreur ? Je vous en prie. Hein. Peut-être que M. Lafont va peut-être exprimer là-dessus aussi. Oui, mais alors, c'est là où, soyons bien clairs, comment on fait un règlement de lotissement qui tient la qualité sans règlement ? Je vous interroge collectivement, quelqu'un a une idée ? Moi, j'en ai pas.
un règlement qualitatif, un permis d'aménager qualitatif a obligatoirement un règlement. Est-ce qu'on est d'accord ? Non, là-dessus, nous sommes d'accord. Ouais. Mais simplement, quand vous dites que l'architecte est sommé d'avoir à le faire, je pense qu'il y a un partage de compétences qui peut être fait, notamment parce que sur les règles de division... Pas à le faire, mais il doit avoir une opinion dessus, puisqu'il fait partie du PAPE, et que donc, sauf si je n'ai pas compris la loi, mais la loi demande à ce que l'architecte participe à l'élaboration du PAPE. Et on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Là, on est d'accord. Merci. Non, mais la question de participer, elle ne fait pas de doute. Je crois que le règlement, c'est aussi un document qui est collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a du paysage, il y a l'article 13. Alors, même si la nomenclature va changer, mais il y a du paysage. Il y a l'article 11 qui parle beaucoup d'architecture, de volumétrie. Et puis, il y a tous les autres articles. Il y a le caractère qu'on veut donner à l'opération. Et il y a un autre document qui est très participatif aussi et qui est très important, c'est la note explicative, la PA2. Qui est fondamentale. Ouais. Tout à l'heure, votre confrère qui présentait le lotissement a dit qu'il fallait absolument que l'architecte ait participé pour avoir une note de présentation de qualité, mais les géomètres savent aussi faire des notes de présentation de qualité, les urbanistes aussi. Et c'est aussi un document participatif. Il y a une histoire à raconter. Et pour les instructeurs, c'est spécialement important parce qu'on pose les problématiques à travers la note de présentation. Et donc, on a besoin, à travers ce document-là, de traduire notre réflexion et notre travail en amont. Et celui-là, encore une fois, il est collectif. Donc, de faire la règle. Je pense que la problématique que soulève aujourd'hui Clotilde, c'est qu'elle a l'air de dire attention, il y a tellement de contentieux liés à une mauvaise application de la règle ou à une mauvaise rédaction de la règle que peut-être que dans ce domaine, il faut aussi faire un effort d'avoir aussi des expertises à des moments donnés. On a aujourd'hui, notamment dans le domaine des plans locaux d'urbanisme, quantité de commandes de plans locaux qui sont passées, notamment intercommunaux, avec à côté une mission juridique de veille, parce que sinon c'est casse-gueule au possible. Donc c'est vrai que ce message, on doit l'entendre. Comme tu disais tout à l'heure, Philippe, que chacun a ses limites dans son travail. Et tout à l'heure, vous disiez, médecin généraliste n'est pas chirurgien, chirurgien cardio-thoracique. Bon, voilà, c'est pareil. C'est que je pense qu'il faut se dire que les juristes sont là aussi pour ça. Aussi. Et donc, justement, un des premiers points qu'enseigne la juriste dans le cadre de la formation, c'est bien la différence entre cahier des charges qui ressort du droit privé et règlement qui ressort du droit de l'urbanisme et qui est le support de l'instruction des instructeurs. Donc, ça fait partie effectivement des premières choses enseignées, parce qu'eux ont une durée de vie de 10 ans, alors que les autres sont beaucoup plus complexes. Donc, bien entendu, que tout ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Là où moi, ça m'intéresse aujourd'hui devant une assemblée avec des paysagistes, des architectes et des instructeurs, c'est que vraiment, justement, et des juristes d'ailleurs, ça remet la nécessité de cette pluridisciplinarité au cœur de la question et d'une réconciliation entre l'instruction et l'architecte. C'est-à-dire qu'à un moment, si chacun est dans une bataille continue, on perd en qualité parce que c'est le service minimum qui aboutit. Or, justement, si on fait des règlements qui sont restrictifs, qui ont un vrai projet, mais qui sont tenus après par les instructeurs, ça peut être intéressant parce que quand la règle est dite, elle est simple à suivre. Or, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'interprétation et c'est un des points qui fait énormément souffrir et les architectes quand ils sont retoqués parfois de façon difficile, ou les instructeurs quand ils ont des bases difficiles pour porter l'instruction. Donc vraiment, moi, l'intérêt majeur que je vois dans ces projets de loi liés à l'interdisciplinarité, c'est de remettre en route la communication. Pour moi, c'est fondamental. Parce que si les architectes participent à ça, ils sauront aussi mieux lire les PLU. Ils sauront aussi mieux faire les pièces qui sont celles d'un dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme
et ils sauront mieux défendre pourquoi ils n'ont pas à mettre d'autres pièces qui leur sont demandées, ou comprendre pourquoi elles leur sont demandées. Et on pourra tous ensemble mieux parler avec l'État, parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, les formulaires ne permettent pas de renseigner ce qui doit être instruit, ce qui est juste fou. Donc, comme c'est juste ce genre de réalité ubuesque dans lesquelles nous vivons. Oui, mais ça, on est relativement habitué à ce genre de... Tout à fait. Mais justement, c'est si on fait remonter ce genre de dysfonctionnement ensemble qu'on a une micro-chance d'arrêter de s'épuiser. Car je crois qu'on est tous épuisés. Bon, oui. Non, je vais revenir sur la map, mais moi je vous écoute et donc j'essaie de faire un petit peu une synthèse personnelle par rapport à ce que vous dites et c'est pas évident. Moi, ce que j'en déduis, c'est que effectivement la notion de partage, bon, comme on fait aujourd'hui, mais partager un petit peu plus au-delà, c'est-à-dire y compris dans la formation, c'est intéressant. C'est-à-dire que effectivement le sujet est complexe, chacun a des capacités à le gérer et des domaines dans lesquels il est compétent et d'autres dans lesquels il est moins. Et effectivement, en essayant d'avoir une formation un petit peu plus croisée, mais non pas au niveau des formateurs, mais au niveau des participants à la formation, c'est peut-être intéressant aussi. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de voir un petit peu pour se projeter sur l'avenir, parce que finalement, ce qu'on cherche aussi, c'est à s'améliorer collectivement. Malheureusement, je crois qu'ils ne sont plus là, mais ce matin, il y avait 2 ABF et il y avait une personne des services de l'État. Et je ne les revois pas, je les cherche du regard. Ils sont tous partis. Et donc, nous en avons parlé en aparté. Et on en avait parlé aussi déjà à la G2MAJ avec le CAUE 33 et on en parle avec le CAUE. La grosse difficulté en matière de formation, c'est qu'on est sur des modèles économiques différents en fonction des secteurs d'activité. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile d'avoir des formations transversales pluridisciplinaires. Par contre, déjà, les bases qui sont posées, c'est d'avoir des moments communs entre les formateurs pour pouvoir co-construire nos outils. C'est-à-dire que nous n'arriverons jamais, malheureusement... Alors, on a quand même un espoir, et peut-être que je passerai la parole aux paysagistes qui sont dans la salle, c'est que déjà, paysagistes et architectes qui avons le même ADN et qui avons l'habitude de la coéquipe déjà historiquement en maîtrise d'œuvre, nous essayons de monter déjà sur ce binôme-là des formations communes. Et l'idée, c'est que les formateurs qui sont dans ces endroits-là puissent participer à l'élaboration conjointe des formations qui peuvent être menées auprès des instructeurs et qu'elles soient aussi communes avec les ABF. Parce qu'en fait, on est dans un tel moment où il y a toutes ces évolutions qui sont un vrai bouillonnement, qui font que nos vocabulaires sont obsolètes du lendemain où on les a mis. Franchement, là, sur la loi LCAP, ce que j'ai de la loi LCAP est déjà faux avec allure sur les modalités d'instruction dans les périmètres des monuments historiques, dans les abords, dans les PDA. Et donc, on est avec élan. Merci. Vous voyez, je m'en mêle moi-même les pieds dans le tapis. On est dans une vraie difficulté d'expertise, puisqu'on est obsolète en 3 mois. Bon. Donc, on a vraiment besoin de travailler ensemble pour être pertinent, juste et conseiller correctement. Alors, je voulais voir avec Philippe Lafont, peut-être au niveau des géomètres, la formation, comment ça se passe un petit peu, puisque... Alors oui, il faut savoir que notre profession est réglementée. Et voilà, c'est pour ça que je pose la question. Nous avons une obligation d'avoir 8 jours, en gros, soit 60 et quelques heures par an de formation. Donc, mais cette formation, elle est très large, puisque, je le disais tout à l'heure, cette profession, elle a des compétences transversales très, très larges. Donc selon les cabinets, selon les affinités des professionnels, on est plus ou moins urbaniste ou que foncier ou remembreur, enfin ça va très très loin. Et donc, moi personnellement, je fais pas mal de formations avec EFE sur les sujets d'urbanisme d'une façon générale, copropriété, division, volume également. J'ai pas à ma connaissance de façon récente de formation organisée par l'ordre
concernant le permis d'aménager. C'est probablement un sujet d'actualité qu'il faudra revoir, puisque par rapport aux évolutions législatives aussi, on a besoin, si on veut être crédible vis-à-vis de vous tous et garder la place qui doit nous être réservée, je crois qu'il faut qu'on pense à se former sérieusement, oui, tout à fait. Et on adorerait pouvoir Et être formés, hein. donc je vous lance l'invitation, si on peut participer à vos formations, si vous acceptez les géomètres, je pense que Voilà un point positif pour la journée. Un certain nombre seront intéressés. Moi, On en a eu un. Alors, moi, j'ai pas eu de communication sur vos formations, donc je n'ai pas pu répondre Écoutez, favorablement. je vais faire remonter à Maj. Là, il faut faire de suite le mais nécessaire. en tout cas, parce c'est que pas arrivé. Voilà. Non, ça, on va pas être... Ok. Et je pense même qu'on a peut-être notre pierre à apporter dans le cadre des formateurs Bien sûr, également. bien sûr. Ah non, mais complètement. Ouais, C'est-à-dire qu'il est Avec évident les- que la logique, c'est bien de la quoi. Pour nous, et c'est pour ça qu'on a choisi quand les pays. Alors, on avait déjà des paysagistes qui venaient, mais on a justement choisi d'intégrer maintenant un formateur paysagiste sur une des journées pour pouvoir le faire. La question de la division parcellaire là, est menée par quelqu'un qui est de l'EPFL et avec un statut juridique qui vient du monde des aménageurs. Mais bien sûr qu'il y aurait un géomètre qui pourrait tout à fait avoir pense sa que ça place serait comme bienvenu, ouais. intervenant et avec grand plaisir. Après, toujours le problème du modèle économique qui est derrière. Mais il faut trouver des solutions parce que l'intérêt, c'est justement d'apprendre à travailler ensemble. Donc, si on peut avoir des moments de formation communs, ça sera la meilleure façon de le faire. Merci Corinne. C'est la directrice du centre de formation. D'accord. Merci d'abord. Mais c'est noté, voilà. Et il faut leur envoyer les dates des prochaines formations, Corinne. Voilà. Oui, et donc, on arrive peut-être au bout. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être quelques questions dans la salle, mais effectivement, on a l'assureur, la MAF, qui est là. Et donc, on a parlé un petit peu des risques. On va parler un petit peu de sinistralité. Alors, déjà, on va parler je vais faire une petite synthèse de tout ce que j'ai entendu, d'un besoin de formation. Ce n'est pas mon rôle d'assureur, mais je suis d'accord qu'il en faut certainement une, de complexité. Elle est évidente. La MAF n'est pas là pour rajouter de la complexité à cette complexité. Donc la MAF, elle est là pour vous assurer, et sur les permis d'aménager, il n'y a aucun souci. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vais faire encore un peu plus loin dans les digressions. On parle de beaucoup de choses qui, à mon sens, se mélangent. Notre réunion d'aujourd'hui portait sur le permis d'aménager. Et le permis d'aménager, c'est une autorisation. Point. Le rôle du maître d'œuvre, qu'il soit seul ou en équipe pluridisciplinaire, si le contrat c'est d'obtenir et de déposer et d'obtenir pour le compte d'un maître d'ouvrage un permis d'aménager, point barre. Qui va aménager derrière, c'est une autre mission. Ce que, j'ai oublié votre nom, monsieur, vous aviez rappelé à juste titre ce matin. Il y a le permis d'aménager, pour lequel les architectes et maintenant les paysagistes ont obtenu, je dirais, entre guillemets, un privilège. On a besoin de vous pour signer au-delà de 2500 m². Parfait. Mais si votre mission, c'est uniquement d'obtenir le permis d'aménager, on parle d'une mission de permis d'aménager. Si votre mission, j'entendais la remarque tout à l'heure, en marché public, mais j'ai entendu que c'était 10%. Les permis d'aménager en marché public et 90% en marché privé. Je n'ai pas de statistiques, je ne fais que reprendre. En marché public, très bien. La puissance publique va dire « je veux tout, vous me faites le permis d'aménager et l'aménagement ». À ce moment-là, d'accord, le permis d'aménager et l'aménagement, l'équipe pluridisciplinaire qui va gagner ça aura ces deux missions, mais qui sont bien distinguées. Et en marché privé, vous n'aurez certainement pas, je n'ai pas le recul, mais je ne pense pas que vous ayez et le permis d'aménager et l'aménagement à réaliser par le même contrat. Vous avez peut-être le permis d'aménager en premier et l'aménagement derrière. Deux contrats distincts, deux missions distinctes. Et j'entends encore aujourd'hui parler d'une troisième chose. Et je sais bien que les architectes, vous êtes... Je vais parler des architectes parce que je les connais bien. J'ai aussi assuré quelques paysagistes. On n'assure pas les géomètres.
Bon. Mais, si, ils en ont besoin et ils sont assurés. Mais je sais plus particulièrement les architectes, quand vous avez quelque chose en tête, vous faites un bébé et vous allez bien aller jusqu'au bout. Donc j'ai entendu en fait des choses où on me dit, j'ai fait le permis d'aménager, j'ai fait l'aménagement et je pourrais même construire par-dessus derrière. Mais ce sont trois choses bien distinctes. Et moi, en tant qu'assureur, ce sont trois choses qui se déclarent très distinctement. Donc je voulais essayer d'apporter cette clarification, je ne vais pas dire simplification, cette clarification pour que les choses soient bien nettes. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous travaillez dans une équipe pluridisciplinaire, cette remarque est valable, quel que soit votre type d'intervention, que ce soit en permis d'aménager, ou en équipe de maîtrise d'œuvre pour de la construction. Faites systématiquement une convention de répartition des tâches. Je vois dans 99% des cas un tableau de répartition des honoraires. C'est bien. Ça, c'est pour savoir qui mange avec quoi. Normal. Le jour où il y a un problème et qu'on doit rechercher la responsabilité de l'un ou de l'autre, ça ne me sert, moi, à rien. Enfin, à rien. Oui, mais une indication très imparfaite. Très, très imparfaite. Et vous allez vous retrouver éventuellement les premiers sur de l'aménagement de VRD, où vous dire, bon, j'ai pas grand-chose, moi, comme honoraire. C'est le BET qui prend. Ah oui, mais alors, toi, là, t'as pris X% de cette phase-là, donc tu es responsable à X%. Là, vous dire, mais non, mais c'est parce que quand on s'est réparti, c'était pour arranger les choses, qu'on n'ait pas tout au départ. Voilà. Faites un tableau de répartition des tâches. Franchement, quelque chose d'impératif. Dernier point que je vais rappeler, et je vais prendre ma casquette de méchant. Je rebondis toujours sur ce que nous a rappelé votre confrère de l'Ordre national. La signature de complaisance. Je rappelle, vous demandiez quels moyens d'action on a, parce que les services régaliens peuvent nous aider. Moi, je peux vous dire, une signature de complaisance, je ne garantis pas. Clair, net, précis. Je rappelle également ce que vous aviez indiqué, l'article 37, si ma mémoire, du Code de vos devoirs professionnels, qui vient dire « vous ne pouvez pas prendre en sous-traitance ». Si vous prenez en sous-traitance, activité pas normale de l'architecte, l'assureur MAF va vous dire « je ne garantis pas ». Je suis là pour vous garantir sans aucune difficulté dans le cadre de la profession qui vous incombe et dans le cadre des règles de votre profession. Si vous êtes en dehors des clous, je n'assurerai pas. C'était pour répondre, petite observation et petite piqûre de rappel à ce qui était dit ce matin. Oui ? Voilà. Exactement. Alors, le visa. Alors, allez-y, posez toutes les questions, puis... En fait, donc je vais vous faire remonter les questions qui se posent en formation sur la question d'assurance. Donc, celle qui vient d'être posée par la salle est systématique, c'est-à-dire quand j'ai fait uniquement le côté permis d'aménager, demande d'autorisation d'urbanisme, 30%, comme pour le permis de construire, c'est simple. Mais j'ai le visa quand même en plus, qui va s'étaler sur 10 ans, visa des constructions qui viendront, de PC déposés par d'autres et préalable à l'instruction d'un permis de construire. Donc quand même avec du risque, parce que si moi je dis oui et qu'ensuite l'instructeur dit non, je ne suis pas bien. Comment j'assure ça ? Et voilà, question importante. Et ensuite, deuxième question, je vous fais toutes les questions d'abord. Et l'autre question, c'est quand, dans ces 30%, d'accord, mais si moi, je n'ai pas du tout l'économie du projet, quelle assiette pour définir le montant, puisque je ne connais pas du tout, ma mission n'incluait aucune partie budgétaire, je n'ai aucune idée du budget dans lequel seront réalisés les travaux d'aménagement. Je n'ai pas de vue sur les VRD, ce qui se passe dessous. Quelle est l'assiette ? Voilà, parce qu'en permis, on sait qu'il y a quelque chose. Je vous laisse répondre aux deux. Alors, sur le visa, il y a un point extrêmement important sur lequel il me semble nécessaire d'attirer votre attention. C'est que aujourd'hui, on a d'abord une prescription des infractions pénales liées à des non-conformités aux règles d'urbanisme. Vous avez un permis d'aménager ou un permis de construire qui n'est pas conforme aux
par exemple à un PLU ou à un PPR, d'une part, où vous allez avoir également des travaux qui sont non conformes aux autorisations d'urbanisme qui vous ont été délivrées. Donc on est sur une double qualification pénale, un double délit. Aujourd'hui, l'infraction pénale se prescrit non plus par 3 ans, mais par 6 ans. Acte 1, acte 2. Ce qui est également très important, c'est que entre Allure et Élan, le Conseil d'État est venu modifier le point de départ de cette prescription en le corrélant un petit peu avec la question du visa. C'est-à-dire que c'est la déclaration d'achèvement, qui est une pure formalité administrative, sur laquelle vous n'avez d'ailleurs pas nécessairement la main, que vous devez pourtant vérifier la conformité, mais je suis sûre que si je vous pose la question qui vérifie et qui s'assure de la conformité, vous n'entendez pas? C'est mieux? Alors, oui, parce que la question, en fait, c'est l'assureur qui voulait voir que tout le monde est bien entendu. Est-ce que, au moment de la déclaration d'achèvement, est-ce que vous vérifiez systématiquement la conformité? Alors, ceux qui le font, levez la main, s'il vous plaît. Vous prenez des photos, sur nos permis. Olivier. Sur Quel nos que permis. soit, sur vos permis, ouais. Sur Ouais. les permis, oui, quand même. Eh ben, c'est votre responsabilité pénale derrière qui est engagée au-delà de votre responsabilité civile, c'est pour vous dire. Comment? En fait, on a un contresens déjà sur le vocabulaire. Vous parlez du visa d'achèvement. C'est pas celui-là. Ce n'est pas cette question. Ah, pardon. C'est le visa sur les permis de construire qui vont venir dans le lotissement. Mais les deux Ok, se posent, mais les deux, parce que ouais. se pose aussi pour la DACT qui marque la fin du lotissement et qui a un rôle fondamental dans l'ensemble. Donc votre première réponse nous intéresse aussi. Alors, en lien avec la vraie question, hein, parce qu'il y en avait deux, Oui. vous avez exactement le même problème qui se pose, en toute hypothèse. Mais comment on le déclare? Comment? Comment on le déclare à Ah, la mais MAF, c'est là- puisqu'elle donne lieu à des c'est là que la MAF va vous le dire. Qui ne sont pas au permis d'aménager, Alors, honoraires, qui ne sont pas décalés dans le temps. oui, alors, je vais répondre à la première question, la question la plus simple. Vous faites le permis d'aménager et vous savez que c'est 30% du montant des travaux avec la part d'intérêt qui peut, vous pouvez prendre en charge vos co-traitants. Première question qui se pose, vous ne connaissez pas le montant des travaux. Comment je fais? Ou l'opération est tellement longue. Ça a déjà été, la réponse a déjà été donnée par la MAF. Vous allez déclarer sur honoraire. Envoyez la circulaire de déclaration, ça se fait sur honoraire. Sans souci. Le sujet, et je n'ai pas la réponse, parce que ça, à mon avis, il va falloir y réfléchir, quand vous avez une mission de visa sur les permis de construire. Nous avons déjà un premier souci, rien qu'au niveau du contrat d'aménagement, le contrat de votre mission d'aménagement, c'est que cette partie, c'est un engagement du lotisseur, de votre donneur d'ordre, d'imposer à ses acquéreurs votre intervention. Déjà, c'est un peu limite. Mais mettons que ça soit dedans. De toute façon, les honoraires que vous allez percevoir, à moins que vous ayez décidé de le faire gratuitement pendant des années, pour certains, ce n'est plus l'aménageur qui va vous les payer, ça va être l'acquéreur. Pas toujours. Alors, qu'est-ce que vous appelez... Aménageur, c'est mis le vent dans l'avance du lot, on est vendu avec le lot. Quand c'est public, En privé aussi. mais même en privé. En privé aussi. En privé aussi, ils vous le font comme ça. Alors, On est vendu avec le lot. Ça dépend. Il y a tous les cas de figure, c'est vrai. oui, il y a des problèmes de prescription, il y a beaucoup de soucis qui peuvent se poser. Sur le plan de l'assurance, je dois dire que je n'ai pas la réponse parce que pour moi, ça ne rentre pas dans vos honoraires de départ. Ce sont des honoraires différés. Donc, et c'est une mission très particulière qui ressort. C'est du conseil. Ah ben j'ai bien compris. Vous dites, ah ben oui, c'est bon, votre projet, il va passer au service instructeur, le service instructeur le recale, ou il y a un recours d'un tiers et le permis est annulé. On ira rechercher la responsabilité, de celui qui a quand même fait le projet, hein, et également... Ah, c'est pas moi qui ai imposé la lettre. C'est un anagramme. Oui, et c'est vrai qu'on n'a pas prévu ce cas-là, mais c'est une mission qui devrait être assurée, à mon avis, en plus
du permis d'aménager. Donc je pense qu'on le fera sur honoraire. Oui. Je pense que c'est la réponse qui sera faite, hein, parce que ça sera sur honoraire. Mais je ne peux pas vous le confirmer. Je ne suis de la direction des sinistres, pas des contrats. Je suis d'accord avec vous que la logique c'est ça, puisque c'est celle de conseil. Oui. Moi, c'est ce que je dis aussi, mais comme on Je pense que c'est celle qui sera reprise. Mais je pense que ce serait intéressant que ce soit bien clarifié. Oui, il faut que ce soit clarifié au niveau du contrat, il faut que ce soit clarifié parce que les mots ont une importance. Tout à fait. Je pense que... Tout à fait. Et je pense qu'on va si je peux encore faire remonter l'info, je le mettrai dans la circulaire de déclaration. Ouais. Vous aurez les mêmes. Sur MAF et Euroma, vous aurez les mêmes. À ce niveau-là, c'est identique. Selon que vous êtes en mission complète ou pas, les règles civiques sont différentes. Ah, mais ils ne seront pas en mission complète. Là, par principe, vous ne serez pas en mission complète. Parce que si, bien évidemment, vous donnez votre mission de visa à vie, mettons les lettres dans l'ordre que l'on veut, mais que c'est vous qui faites le permis de construire, on n'a plus de problème. Vous déclarez votre mission... Voilà. Mais se posera la question de l'intérêt par rapport au service instructeur. Oui, sauf qu'un architecte n'est pas instructeur du permis de construire. C'est tout. C'est pas de l'instruction. Vous donnez un avis pour dire que le permis de construire, le projet, pardon, qui vous est envoyé est conforme et devrait être accepté, mais vous ne vous engagez pas à dire qu'il va être accepté. C'est une mission. Alors attendez, excusez-moi. J'ai raté le début de votre intervention. Oui. C'est autre chose. Est-ce que la responsabilité de l'architecte est toujours engagée comme elle était dans le temps ou pas? Oui. Alors, elle est. Donc maintenant, vous me confirmez bien que je n'ai rien fait sur ce bâtiment-là, je le visite, je n'alerte pas, il y a un problème, je suis responsable. Attendez, la grande différence... Non, mais la notion de visa, pour moi, c'est la même chose. Bah non. Bah non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Précisez-le, parce que c'est super important. Parce que vous visitez un bâtiment, vous visitez une réalité. Ouais. Ce bâtiment, il est fissuré, il risque de s'effondrer, vous devez le dire. Je suis d'accord. Là, on vous dit... On t'envoie un projet de PC, c'est du virtuel. Ouais. Vous n'avez pas qualité à vous engager à la place du service instructeur. C'est pour ça que cette mission, pour moi, elle est bâtarde. Mais non, c'est un avis pas sur l'architecture, sur la conformité avec le règlement du lotissement. Oui, avec la philosophie du lotissement. Attention. Bien sûr, mais je peux vous dire que prendre une mission comme ça, ça veut dire qu'on va vous rechercher en cas de problème. Je ne dis pas que vous allez être condamné. Il y a de la matière pour se défendre. Il y a un sujet, Christophe, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en revanche, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps où l'architecte conseil, pour le coup, a vu sa responsabilité engagée par la SL, par l'association syndicale du lotissement. Oui. D'accord. On a une question là. Bonjour, j'ai justement une question qui va exactement dans ce que vous venez de dire. Je connais le cas d'un architecte urbaniste qui a réalisé un lotissement. Il en a donné un avis ou un visa, comme on veut, sur la moitié. Et sur une des parcelles qui était un peu compliquée, il a donné un avis sur justement cette parcelle-là. Sauf que dans l'organisation et dans le jalonnement du positionnement de ces maisons, cette nouvelle maison est venue, dans le cadre de cette instruction, avoir le propriétaire d'à côté venir faire un recours parce que cette maison en décalage venait faire ombrage à sa maison
Et du coup, elle ne permettait plus de répondre au code de la construction par rapport à la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation, par rapport à l'ensoleillement même de la première maison qui avait été conçue en ce sens. Et donc, du coup, l'avis positif qu'il avait donné par rapport à l'implantation générale du lotissement, donc il était conforme au code de l'urbanisme, mais il n'est pas conforme par rapport quelque part au code de la construction et au code civil, pardon, merci. Et par rapport à l'engagement quelque part qu'il a donné à la première maison qui s'est construite pour répondre à ses obligations énergétiques. Pour faire très simple, vous avez deux choses. Vous avez, à un moment donné, vous devez assurer le respect des règles d'urbanisme au stade du dépôt, enfin conception, dépôt, délivrance de l'autorisation et exécution, mise en œuvre de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme. Et parallèlement à cela, ces autorisations d'urbanisme, elles sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Donc, le projet que vous allez concevoir et l'autorisation qui va en être délivrée pourra parfaitement être conforme aux règles d'urbanisme, mais pourra créer des vues sur le terrain voisin, ce qui va générer des dépréciations foncières, générer des troubles de jouissance, etc., qui pourront être de nature à engager votre responsabilité. Par exemple, on crée une ouverture dans un mur mitoyen sans l'autorisation du copropriétaire de ce mur. Enfin, je le vois régulièrement, malheureusement, dans le cadre de dépôt de PC, enfin post-dépôt de PC, parce que beaucoup en fait, de propriétaires riverains attendent, ne vont pas nécessairement contester le permis, surtout si le permis a été délivré sur l'autre rue, ils n'en avaient pas connaissance, mais à partir du moment où l'ouverture est créée, là, on a un contentieux. Et c'est là que se posent les difficultés. Donc vous avez, si vous voulez, deux prismes possibles, code de l'urbanisme et code civil. J'en rajouterai même, alors il y a le CCH au milieu et vous avez le code de l'environnement parce qu'on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'il y a des permis d'aménager qui impliquent des dépôts de loi sur l'eau, qui impliquent des dérogations espèces protégées, des défrichements, des études d'impact, etc., etc. Et donc ces éléments-là aussi peuvent engager votre responsabilité civile. Alors, je reviens sur votre question. À mon sens, l'architecte, si sa responsabilité devait être retenue, ça ne sera pas pour avoir donné un avis sur le deuxième PC, ça sera en tant que concepteur du permis d'aménager. Parce que l'implantation, il n'a pas repéré, il ne l'a pas faite en 3D. On a vu, je crois que c'était ce matin, les ombres projetées. Eh ben oui. Oui, mais et c'est là-dessus qu'il risque de se faire avoir. Donc c'est pas pour avoir donné un visa sur un PC, c'est pour s'être planté, entre guillemets, dans la conception de son permis d'aménager. D'où la responsabilité qu'il a et le fait qu'il doit la absolument responsabilité, contracter son assurance. Elle sera sur le permis d'aménager, elle ne sera pas sur la notion typique d'avis ou de visa sur le permis de construire. Mais elle le rattrape à cette phase-là. Ça se rattachera à cette phase-là, effectivement, phase que vous devez déclarer à votre assureur comme toute activité que vous faites. Un architecte a été mis en cause par les colotis parce qu'il avait validé, alors je ne sais pas si c'était un visa ou un avis, mais il avait validé un futur permis de construire, ou en tout cas un futur projet, sans voir que ce projet ne respectait pas une règle du règlement. Et les colotis l'ont assigné. Alors je ne sais pas si ça a fini à la MAF, mais en tout cas, nous, on avait été saisis de ça. Oui, ça ne me surprend pas qu'il soit saisi. Il y a quand même le premier responsable, c'est celui qui fait le PC. Bien sûr. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on peut dire, mais à quoi ça sert que je vous ai payé des honoraires pour que vous me disiez ça m'a l'air bon ? Voilà le problème. En lien avec ça, il y a un point qui est peut-être important, hyper important, quand il s'agit de défendre vos responsabilités après au civil, c'est qu'on... Souvent, vous n'avez pas défendu, dans le cadre de la défense du permis d'aménager ou du permis de construire, même observation d'ailleurs pour les géomètres, de sorte qu'on n'a aucun élément, on arrive, une fois que votre responsabilité civile est engagée, donc après la bataille, tout s'est arbitré entre la collectivité et le bénéficiaire ou le pétitionnaire en cas de refus de l'autorisation d'urbanisme. Or, dans le cadre de ce contentieux contre le refus de permis de construire, par exemple, ou de permis d'aménager, ou dans le cadre du contentieux en annulation du permis d'aménager, d'accord, puisque vous avez deux cas de figure. Soit vous obtenez le permis
et il va être contesté par un tiers, soit il vous est refusé. D'accord ? Dans le cadre de ces deux... Et votre maître d'ouvrage va aller contester le refus. Rares sont les fois où on voit un architecte intervenir volontairement à ces procédures-là. Et pourtant, vous auriez de quoi allez vous y défendre, parce que derrière, c'est votre responsabilité civile qui est systématiquement engagée, avec en plus, on joue vraiment au fond de course, c'est-à-dire qu'il faut récupérer l'ensemble des dossiers. On a la procédure administrative, et souvent trop tard. C'est vrai, n'hésitez pas, quand vous savez qu'il y a un tel problème, donc soit un refus, soit une contestation de l'autorisation d'urbanisme par un tiers, si vous savez que ça part en contentieux judiciaire, prévenez-nous. D'autant que, et j'en termine, mais c'est vraiment hyper important pour vous et pour votre assureur, c'est qu'aujourd'hui, avec Elan notamment, on a des possibilités de régularisation qui sont extrêmement importantes. On a la possibilité de demander un sursis à statuer au tribunal administratif le temps de régulariser l'annulation. D'accord ? Et on peut même en appel aujourd'hui avec Elan. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que Elan, il y a quand même des choses qui sont hyper efficaces. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un permis annulé, c'est que vraiment, vous ne vous défendez pas, ou alors vous allez prendre des personnes qui ne savent pas vous défendre. Non, mais il faut être clair, parce que aujourd'hui, ce qui est extrêmement incroyable avec la loi Elan, c'est que, imaginons que vous ayez un permis d'annuler, vous n'avez absolument pas pensé à déposer un permis de régularisation en première instance devant le tribunal administratif. Elan nous permet de régulariser, malgré l'annulation du permis, qui a un effet, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, erga omnes, c'est-à-dire que le permis est censé ne jamais avoir existé, il disparaît, d'accord ? Il est mort. Eh bien, on peut le ressusciter en appel grâce à un permis de régularisation depuis 15 jours. Voilà, donc ça devrait vous donner le sourire. Et ça veut dire que dès que vous avez connaissance, parce que vos clients, ils vous le disent quand il y a un recours, pour régulièrement intervenir du côté également des maîtres d'ouvrage, quand ils ont un refus, nécessairement, ou quand on a un problème, géomètre, architecte et avocat, on est les premiers à être... Et il faut que vous ayez ce réflexe d'être un peu plus proactif, parce que la régularisation, elle est possible. Et derrière, c'est votre responsabilité qui est quand même plus que prémunie. Oui, parce que, bien évidemment, votre donneur d'ordre, s'il n'obtient pas satisfaction devant le tribunal administratif, se retournera contre vous. Alors, il n'aura peut-être pas pris un bon avocat devant le tribunal administratif, donc il va se faire planter, mais il en aura un bon au tribunal de grande instance pour vous faire condamner. Il y a surtout une jurisprudence très favorable. Voilà. Bon, je pense que je vois partir pas mal de personnes. Je ne sais pas s'il y a encore une question dans la une salle. Petite question sur le sujet, peut-être pour le clôturer. Pour revenir sur la mission de visa, en quoi est-ce que c'est pertinent que l'architecte qui a fait le permis d'aménager, donc ça c'est calé, c'est réglé, ça fait partie d'un contrat, accepte de faire la mission de visa? Est-ce qu'il ne risque pas de se mettre en danger pour le coup? Est-ce que ça ne pourrait pas être conditionné au fait de faire le projet de construction? En gros, si je n'ai pas le projet de construction, moi je ne donne pas mon avis. Moi j'ai rien contre. Je ne sais pas ce qu'en pense l'ordre national, mais... alors derrière ça, est-ce qu'il y a un risque donc c'est peut-être un truc à enlever, à réfléchir au CNOA, à virer de la mission, parce que c'est le truc casse-gueule par excellence. Et à mon avis, inutile. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a un risque de perte de qualité de composition du plan d'aménagement et de dégradation qualitative si on n'assure pas cette mission de visa? Ça va dépendre de votre commande, de votre rôle dans l'équipe, de votre client et du contexte. C'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre avec un dogme. Il y a des endroits où ça vous sera demandé, et à juste titre, parce qu'il y aura un enjeu sur des détails architecturaux, des teintes, et qu'il n'y aura pas les services qui arriveront à avoir un architecte en interne. Et donc, il y aura un accord cohérent pour vous confier ce genre de mission. À d'autres endroits, les services n'auront pas besoin de vous, et avec le règlement que vous aurez fait, ce sera suffisant. Donc, je ne peux pas vous répondre dans une logique de dogme et dans ce que l'on voit dans le cadre des formations au niveau national. Parfois, c'est tout à fait justifié. Parfois, c'est un peu absurde parce que, par exemple, il y aura obligatoirement un ABF, donc vous risquez d'être en porte-à-faux. Donc, la bonne logique, c'est déjà de vous poser la question de la pertinence de votre mission, qui vous rémunère,
dans quel cadre, avoir conscience de la durée et de vos responsabilités. Mais ensuite, c'est à vous de vous positionner en tant que professionnel. Je pense que l'appellation visa est traître parce qu'on pense au visa de nos missions en maîtrise d'œuvre. Et en maîtrise d'œuvre, on vérifie des plans techniques et on donne notre visa. Or là, c'est pas ça du tout. C'est complètement différent. En fait, c'est un accompagnement d'un projet qu'on fait exister au niveau PA. Et c'est un accompagnement. Et cette notion d'accompagnement, d'abord, vous êtes libre de la définir avec votre maître d'ouvrage. Donc ça, c'est à vous de la voir et de la définir. Et ça peut être une mission d'accompagnement du privé qui vient sur un lot, mais ça peut être aussi une mission d'accompagnement de la commune elle-même qui a à gérer ses espaces publics. Donc c'est à vous de la définir. Et à titre personnel, je pense que c'est extrêmement positif. C'est même indispensable quand on fait un projet de faire tout pour avoir l'occasion de le faire vivre, de l'accompagner. Oui, je voulais rajouter simplement que ça permet d'être là. Je le disais ce matin, ça permet d'être présent. Cette mission permet à l'architecte d'être présent après l'autorisation, alors que si on ne l'a pas, on n'y est pas. Et j'espère que la MAF n'entend pas, mais ça vous autorise, ça vous permet aussi d'être là, ne serait-ce que pour aller jeter un coup d'œil sur le chantier, pour voir comment ça se passe. Non. Voilà. Non, là, je vais faire une crise cardiaque. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Non, mais ça permet d'être présent, voilà, c'est tout. Hein, voilà. Je vous rappelle quand même dans le contrat type de l'ordre comment cette mission est intitulée. C'est une mission de coordination des demandes de permis de construire faites par les acquéreurs de parcelles. Déjà, n'allez jamais sur un chantier, parce que si jamais il y a juste un de vos confrères qui a fait le PC, qu'il n'y a pas d'architecte, de maître d'œuvre, de direction de travaux, vous mettez les pieds sur le chantier, vous prenez la responsabilité de la direction de travaux, vous êtes mort. Et en plus, pas assuré parce qu'ils ne m'ont rien déclaré. Donc là, c'est pour ça que je réagis vivement, mais dans votre intérêt. Et c'est vrai que le texte du contrat type prévoit bien le terme de visa. Il faudrait peut-être envisager de le revoir, ça. De le revoir. Oui. Les mots d'un sens, c'est... Bon. Ouais. Bon. Ils vont s'arrêter. Oh, excusez-moi, c'était très dense, c'était très intéressant. Enfin, moi, ouais. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partent, je profite qu'on ait un représentant du CNO1 qui soit dans la salle. Il y a deux, pardon. Bon, excusez-moi. Vous devriez avoir des décorations spécifiques, comme ça permettrait ouais, tout à fait. Ou des gilets de notre couleur plus saillante. Non, juste, il y a quelque chose aussi que j'ai vu là, dans le contrat qu'Olivier me montrait tout à l'heure, c'est qu'on a des clauses qui pourraient être considérées comme de la vente forcée dans le droit de la consommation en droit européen, quand vous imposez dans des actes authentiques des prestations, voire des prix de prestations. Je vous le dis tout net, si on doit vous défendre sur ce sujet-là, je crains... Enfin, c'est de la vente forcée, clairement. Si tant est qu'on ait une VFA au milieu, c'est clair, net et précis, c'est de la nullité. Donc, vous aurez travaillé pour rien du tout. Et ça, sinon, ce sera de la clause réputée non écrite. Donc, je pense qu'il faut être plus malin, si je puis me permettre, sur le sujet. Bon, mais écoutez, moi, je vais vous remercier, vraiment. Je ne vais pas pouvoir nommer tout le monde un par un parce qu'il y avait beaucoup de monde, je m'en excuse. Le Conseil de l'Ordre remercie chaleureusement tous les intervenants qui ont contribué à la richesse des débats de cette journée, et Dieu sait qu'ils étaient riches. Monsieur Charpentier, maire de Sevré, je ne voudrais pas écorcher le nom, les instructeurs et responsables de services d'urbanisme et du droit des sols, les paysagistes, les géomètres, les représentants des CAUE, les avocats et juristes, architectes et urbanistes venus de toute la Nouvelle-Aquitaine et aussi de Paris et d'Occitanie. Certains d'entre eux ayant aussi contribué à la réflexion et à l'élaboration de ce séminaire, nous leur en sommes doublement reconnaissants. Je remercie en outre le Conseil national de l'Ordre pour son soutien, particulièrement Christophe Lader, qui a participé également au groupe de travail préparatoire, ainsi qu'Éric Wirth, son vice-président, pour sa présence et sa synthèse. Alors là, quel terme je vais pouvoir trouver? Ouais, c'était pas une synthèse, voilà, en fait.
Dans le travail de préparation, nous avons apprécié de pouvoir compter et nous appuyer sur nos 4 maisons de l'architecture de Nouvelle-Aquitaine, celle du 308, de Pau, de Limoges et Poitiers, et nos 2 centres de formation, MAJ Formation et MAJ Poitiers. Très impliqués en amont et mobilisés auprès de nous pour la réussite de cette manifestation. Nous les en remercions très sincèrement, ainsi que les partenaires, tels que les CAUE, qui ont apporté leur concours à ces travaux. Le Conseil adresse des remerciements particuliers à la MAF, Mutuelle des architectes français, toujours à l'écoute des sollicitations que nous leur adressons pour nous accompagner dans notre mission d'information et toujours prête à soutenir nos initiatives ou nos manifestations. Nous remercions bien sûr le CAUE de Charente qui nous a mis à disposition l'exposition que vous avez pu voir autour de la salle. Une maison pour chacun, une ville pour tous, qui a été voilà, Chantal Calais et Thierry Jamonot qui sont les auteurs. Je ne vais pas tout nommer. J'adresse les remerciements amicaux et confraternels à Catherine Calvé et à Patrick Vétier, conseillers de l'ordre, qui ont animé et modéré avec rigueur les échanges de cette journée. J'adresse mes remerciements à Philippe Cazot, vice-président du Conseil, qui s'est investi avec enthousiasme, et Dieu sait qu'on connaît son enthousiasme, dans l'organisation de ce séminaire, apportant sa réflexion et son énergie constructive pour la réussite de cette manifestation. Bien évidemment, je ne pourrais conclure sans citer et remercier nos collaboratrices de l'ordre, sur qui nous savons pouvoir compter au quotidien et a fortiori dans ces moments plus intenses comme aujourd'hui. Elles ont toujours peur que je les oublie, mais non, je ne les oublie pas. Ainsi que l'ensemble des permanents du 308, présents et solidaires pour la réussite de cet événement. Pour finir, j'assure de notre soutien les membres du Conseil des pôles de Limoges et Poitiers, qui vont poursuivre le travail engagé aujourd'hui, le 25 janvier prochain, convaincus de l'importance de conforter les avancées nées du dialogue et de développer les rapprochements entre tous les acteurs que nous sommes pour la qualité des paysages et des aménagements futurs de notre cadre de vie. Voilà, je finis sur une touche positive. Je vous remercie pour votre écoute et puis vous dis à bientôt.